Ça met en lumière le fait que nous, en fait, en tant qu'élèves, on n'a pas envie de travailler. Et c'est cette envie de travail qu'il faut transmettre. Parce que si tu as envie de travailler, nécessairement, tu vas Voilà, c'est bien beau de parler de liberté, égalité, fraternité. Alors là, le terme fraternité, c'est quoi? Comment vous êtes passé d'un système où vous travaillez pour le plaisir et pour vous-même à un système où le travail se fait sous la pression et du coup, la finalité, ça ne coûte pas note? On peut avoir une culture en fait entre nous, mais une fois qu'on va sur Paris ou un truc comme ça, des fois on peut se sentir, il y a certaines personnes elles ne sentent pas leur place ou je sais pas quoi, elles n'arrivent pas à s'intégrer. Dans ces horaires-là, on va se réunir et on va travailler ensemble. Tous ceux qui n'ont pas compris puissent justement comprendre. Et tous ceux qui ont compris puissent expliquer pour encore mieux comprendre. Alors chacun gagne sa part des choses et en plus on reste 1 heure à travailler plutôt que de rentrer chez soi et taper. C'est parce qu'en fait quand on est contraint, on n'a pas vraiment envie de ça. Ce que propose cette récit, qui moi je le trouve super intéressant, c'est d'interviewer son père et d'enregistrer en fait ce qu'il raconte. Ce qui est malsain, c'est pas l'évaluation, c'est plutôt la mentalité de chacun vis-à-vis de l'évaluation finalement. Parce que là, dans les faits, ce qui est, c'est l'évaluation, c'est un moyen d'écraser les autres. Et du coup, ceux qui ne progressent pas, c'est parce qu'ils sont écrasés. Nous sommes le 17 janvier 2015. Le groupe du projet TLM est réuni au Théâtre de la Commune en compagnie de Valérie Perriot-Morlac, qui est la directrice de la communication et des relations avec le public du Théâtre de la Commune, et Émilie Hériteau, metteur en scène. Sont également présents Damien Boussard, professeur d'histoire, moi-même Catherine Robert, professeure de philosophie. Nous avons commencé à réfléchir plus précisément sur le contenu de notre participation à la saisine du Conseil économique et social du 17 février prochain. La nécessité de ce travail avait évidemment été aiguisée par les derniers événements qui ont secoué la France après l'assassinat des Juifs à Saint-Mandé et des journalistes et dessinateurs à Charlie Hebdo. Mais cette nécessité, certes aiguisée, était déjà présente puisque ce travail a été commencé depuis environ 1 mois. Après le temps de la déploration est venu le temps de l'analyse. Après le temps de l'analyse doit venir le temps de l'action. Ce pourquoi nous agissons aujourd'hui pour commencer de proposer concrètement un certain nombre de pistes qui aideront sans doute ceux qui veulent faire en sorte que l'école de la République soit véritablement l'incarnation des valeurs, la liberté, l'égalité et la fraternité. 3 thèmes vont guider le contenu de notre intervention. La question de la culture commune, la question des valeurs et la question de la pédagogie. 3 sous-parties à l'intérieur de chacun de ces 3 thèmes. Ce qui est, ce qui devrait être et ce que nous faisons déjà au lycée Le Corbusier pour faire en sorte de réduire le hiatus entre ce qui devrait être et ce qui est. Chacun des rapporteurs des 3 groupes va désormais parler sur la question d'une culture commune à construire, sur la question de valeurs communes à défendre et sur la question de la manière pédagogique de rendre tout ça efficace. Moi et mon groupe, on travaille sur comment faire une culture commune. C'est-à-dire comment faire en sorte que toutes les différentes cultures des différentes personnes puissent être mises en commun pour que tout le monde puisse profiter, puisse être renseigné sur toutes les cultures qui peuvent exister. Il y en a vraiment beaucoup. Donc pour cela, on a 3 sous-parties. On se demande d'abord qu'est-ce qui existe déjà en France, avant même qu'on se pose cette question, sur la culture commune. Ensuite, on va se demander qu'est-ce qu'on pourra ajouter en plus, qu'est-ce qui devrait être pour qu'il y ait vraiment une vraie culture commune. Et enfin, on va vous expliquer comment au Corbusier, déjà, on a déjà traité cette question. Qu'est-ce qu'on fait déjà au Corbusier qui
qui fait en sorte qu'il y ait une vraie culture commune. Donc là, je vais laisser ma camarade Tracy s'exprimer sur ça. Alors, d'abord sur la question de la culture commune, on va d'abord commencer par dire que la ville d'Aubervilliers, en fait, elle est constituée majoritairement de populations issues de l'immigration. Et donc, vu qu'il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration, leurs parents, ils ne sont pas forcément en mesure de leur inculquer ce que c'est que leur culture, quoi. Et donc, on se demande, mais si les parents n'arrivent pas à endosser ce rôle-là, qui le fera? Et c'est là que l'école intervient. Et nous, on propose de faire en sorte que l'école, par le biais de projets tels que TELEM, puisse permettre d'enseigner et d'inculquer ces cultures-là, quoi. On constate que les enfants issus de l'immigration ne connaissent pas vraiment leur culture, la culture de leur pays. Parce qu'en fait, on peut dire que leurs parents, n'étant pas vraiment des intellectuels, ils ne sont pas en mesure de leur enseigner la culture complète de leur pays. Donc si ce n'est pas les parents qui enseignent à leurs enfants la culture du pays, qui va le faire? Est-ce que ce serait des personnes en dehors de l'école? Est-ce que ce serait l'école? Nous, avec mon groupe, on s'est dit que l'école pourrait faire ça. On pourrait faire une matière à l'école qui fasse en sorte que, dans cette matière, un professeur enseigne toutes les civilisations du monde aux élèves. Par exemple, on pourrait faire un cours de civilisation tamoule, un cours de civilisation arabe, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait faire. Ou alors, on pourrait tout simplement créer un blog dans lequel chacun raconterait des mythes, raconterait des histoires, raconterait sa culture de son pays. Ou bien, par exemple, pour le cas des écoles primaires ou maternelles, passer par un projet culturel. Et donc, par exemple, pour les écoles maternelles, faire des projets de découverte du monde, découverte des jeux issus du monde et des différentes cultures, par exemple des histoires, des mythes, des contes. Et donc, et pour la question théorique, par exemple pour le lycée, comme nous on fait déjà pour le cas avec les mythes du monde, quoi, leur apprendre, leur faire découvrir des nouvelles, des mythes qui parlent sur les cultures et compagnie, sur comment s'organisent ces sociétés. Et donc ça pourra aussi leur apporter un plus pour essayer de comprendre notre société à nous et les sociétés, comment ils font les sociétés du reste du monde pour s'organiser ensemble. Ce que veut dire Tracy, c'est qu'on devrait faire d'une part un cours théorique sur les cultures au lycée, d'autre part un cours pratique sur les cultures en maternelle et en primaire. Pour les écoles primaires et maternelles. Pour les enfants. Voilà. Donc ça c'était pour la question de la matière qui enseigne les différentes civilisations à l'école. Nous, au Corbusier, ça on le fait déjà un peu, puisqu'on est inscrit à un projet qui s'appelle le projet TELEM, dans lequel on a déjà raconté tous un mythe de nos différentes cultures, et il y en a beaucoup dans ce groupe. Et un grand intellectuel qui est Jean-Louis Lequelec a répondu à chaque mythe. Et ça, je trouvais ça très intéressant, puisque chacun a pu découvrir les mythes des autres, et c'est exactement ce que nous on voulait faire. C'est faire en sorte que toutes les civilisations soient enseignées à l'école. Donc ensuite, il y a un autre point important, c'est qu'on pourrait aussi créer une culture commune en faisant en sorte que en créant un endroit où les populations des banlieues, les populations parisiennes se rencontrent et échangent. Et par cet échange, ils pourraient donc échanger leur culture et donc créer une culture commune. Par exemple, lors des activités artistiques comme le théâtre ou je sais pas, la bibliothèque ou plein de choses, on pourrait créer le cinéma, voilà, par l'art en général, on pourrait faire en sorte que les différentes cultures se rencontrent, s'affrontent et finissent par créer une culture commune. Donc nous, par exemple, on le fait déjà un peu puisqu'on a inscrit un projet qui s'appelle Talence, dans lequel les élèves du 93 se rendent à l'ENS, qui est l'école normale supérieure à Paris, où les élèves du 93 peuvent échanger avec les Parisiens, avec des élèves d'autres écoles, qui sont des écoles peut-être même plus prestigieuses. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est créer des endroits où les populations venues de n'importe où puissent échanger et du coup forger une culture commune. Et ces endroits, on pourrait se demander, ça serait où? Peut-être par le biais de l'école. Dans le cadre de l'école, dans l'établissement scolaire. Exactement.
ou bien à travers un projet. Je sais pas, faire comme nous on fait en ce moment-là, le projet TLM. Et donc ça pourrait réunir en fait des individus et ça pourrait constituer une culture commune. Parce que chaque individu pourront se rencontrer, se confronter, parler entre eux, échanger. Et donc ça pourrait constituer une culture pour tous. Donc en résumé, pour faire une culture commune, il y a plusieurs ingrédients. Il faut d'abord, peut-être, créer une matière à l'école qui enseigne à tous les élèves les différentes cultures du monde. Aussi par le biais de projets culturels, que ce soit en maternelle, au lycée, au collège, en primaire. Histoires, des mythes, des la histoires, nourriture. Même par la nourriture, voilà. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je parlais du partage. Et moi, je pense que la nourriture, c'est un très bon moment de partage, puisque on peut très bien faire en sorte qu'à la cantine, il y ait des repas de différentes cultures qui soient servis chaque mois ou chaque semaine. Ça pourrait faire en sorte que tout le monde puisse découvrir la culture de l'autre. Voilà, la culture de l'autre. Et ça, je trouve ça vraiment très Et intéressant. ça pourrait faire aussi, ça pourrait créer une fierté pour l'individu. Par exemple, moi par exemple, si je vois, pour ma collègue Inès, elle voit un plat de couscous, un truc comme ça, et que les autres ils mangent ça, elle se sentira fière. Parce que je ça, me dis que les autres ils goûtent à ma culture et ça je trouve ça génial. Ils découvrent ma culture. Si on fait ça pour chaque culture du lycée, ce serait magnifique. En tout cas voilà. Donc là je pense qu'on a bien répondu à la question de comment faire une culture commune. On fait partie du groupe qui se charge de travailler sur les valeurs républicaines, la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous avons ajouté une dernière valeur qui nous semble pour nous très importante, la laïcité. Notre travail se décompose en 3 parties. Et surtout en 3 questions. La première, comment les choses sont-elles vues en général? Ensuite, comment elles le sont de nos propres yeux, notre propre expérience, c'est le cas du particulier. Et enfin, comment devraient être ces choses-là et quelles sont les solutions proposées aux problèmes qui se posent dans le cadre scolaire, comment réussit-on et comment ne réussit-on pas? Alors, notre ordre pour notre démonstration est le suivant. Nous allons commencer par la liberté, puis par l'égalité, ensuite la fraternité et on finira par la laïcité. Alors, tout d'abord, comment sont les choses actuellement au niveau de la liberté? Alors, dans le cadre scolaire, en réalité, la liberté est assez absente, dans le sens où la relation entre un prof et un élève, nous pouvons la définir comme une relation entre maître et esclave. Oui. En ce sens, en réalité, ce n'est qu'un rapport professionnel où donc nos sentiments ne sont pas mis en jeu. Le prof, étant fonctionnaire de l'État, remplit son devoir et c'est en accomplissant ce devoir qu'il crée cette relation maître-esclave. Et ce qui en sort, c'est que le savoir est vécu comme une sorte de domination difficile à s'approprier. Et surtout, c'est la contrainte de venir en cours qui peut empêcher l'élève à vouloir apprendre, à vouloir s'émanciper. Et normalement, cette volonté devrait devenir cette contrainte devrait devenir une volonté. Car c'est justement notre cas avec le projet TLM. Et ce sont avec des rencontres, avec des formes différentes, avec des formes de savoir autres que les profs et du programme en fait, qui vont nous permettre de nous émanciper et de vouloir en fait apprendre plus et justement grandir de manière symbolique en fait finalement. Et d'acquérir une capitale culturelle qui est beaucoup plus élevée. Par exemple, l'atelier TLM, il nous permet de faire des rencontres ailleurs. Par exemple, ça aide beaucoup. Par exemple, moi personnellement, ça m'aide beaucoup dans mon travail personnel, que ce soit académique ou hors du cadre scolaire. Et ça permet de nous exprimer. Par exemple, il y a des élèves qui ne peuvent pas parler devant un public parce qu'ils n'ont jamais improvisé, ils n'ont jamais parlé devant un public, alors que dans cet atelier, c'est justement pour développer cette capacité, pour développer cette compétence de parler devant un public. Donc en clair, en réalité, la solution qui serait la meilleure, du moins l'hypothèse, ce serait vraiment une nécessité de la mise en pratique à travers, comme l'a dit Naïma, les rencontres sur le terrain. Et donc, ça nous permettrait donc de justement augmenter notre capital culturel et donc de combler les défauts d'origine. Je me permets de rebondir par rapport au capital culturel et l'égalité des chances. C'est là où on revient sur nos valeurs. Nous avons fait la liberté, maintenant l'égalité. Nous savons d'après les statistiques que l'égalité des chances est différente lorsque le milieu social est différent.
plus notre classe sociale est une classe sociale importante, plus les chances de réussir sont d'autant plus élevées. L'école devient donc une sorte d'institution économique, surtout avec la montée des coachings payants, par exemple Academia. Et lorsqu'on est issu, en tout cas par rapport à notre point de vue, lorsqu'on est issu d'un milieu aisé, la réussite devient de plus en plus difficile. Et pourtant, nos statistiques au lycée de Corbusier sont très élevées. On est à peu près à 96% de réussite au bac. Ouais. Alors que la majorité d'entre nous ne viennent pas en tout cas d'un milieu aisé, mais plutôt d'un milieu moyen, issu de classes sociales Moyen. De classe moyenne. Ouais. Donc, pour à nouveau rebondir sur ce que ma camarade vient de vous dire, en réalité, le milieu social est un critère pour la réussite. Il favorise certes les chances. Donc ici, étant donné que nous vivons dans une société où les inégalités sont visibles, où donc il y a deux types de milieu social, le milieu aisé et le milieu modeste. Le milieu aisé est favorisé par rapport à nous, qui sommes généralement du milieu modeste. Mais cependant, la solution que nous voulons apporter, qui est à nouveau une hypothèse, c'est que en réalité, c'est un critère, certes, mais cependant, ce critère n'est pas absolu. Dans le sens où le milieu social n'empêche pas forcément une personne venant par exemple du milieu modeste de réussir ou bien d'échouer. Et pour ça, comme l'a dit Naïma, nous pouvons vous montrer les statistiques des personnes participant au projet TLM qui le prouvent. Et pourtant, il n'y en a quasiment aucune qui vient d'un milieu aisé. Ça, c'est pour l'égalité et la liberté. Maintenant, passons à la fraternité. Qu'est-ce que la fraternité? C'est surtout pour nous une sorte de solidarité entre le groupe, une cohésion du groupe. Et pourtant, on nous note, on nous classe et on nous met en compétition, ce qui fait que nous devenons de plus en plus solitaires et non plus solidaires. Or, pour notre cas, nous avons le projet Atome. Qu'est-ce que le projet Atome, Joël? Alors, là, grande surprise, c'est que le projet Atome va à l'opposition des valeurs que met en avant l'éducation nationale, comme l'a dit Naïma, par donc la notation, qui crée donc une situation de compétition, qui va donc disloquer en réalité notre esprit d'unité. Cependant, le projet Atome a pour but non seulement viser un 100% de réussite au bac, mais aussi donc de faire revivre cet esprit qui est perdu depuis plusieurs années par cette émergence de l'esprit de compétition en chacun d'entre nous, ce qui est évident. Donc le mot d'ordre est la réussite, voilà. Et surtout la réussite pour tous. La réussite pour tous. Toutes et tous. Et donc qui passe par la fraternité, car certes, il y aura les meilleurs et les plus mauvais, mais cependant, dans le sens du projet Atome, cette distinction ne servira quasiment à rien, car en réalité, ce qui compte, c'est l'esprit, c'est la volonté que chacun d'entre nous avons, qui va donc créer une volonté commune, un objectif commun, qui est donc la réussite pour tous. Et enfin, la laïcité. Alors, je me permets de vous interrompre, messieurs, et je vais essayer d'en parler parce que je pense que c'est très important. Donc, avant toute chose, le mot école vient du mot scoler, qui veut dire le temps libre à un homme pour se cultiver et apprendre. Or, pour se cultiver et apprendre, je pense qu'il faut d'abord avoir une sorte d'esprit critique, un libre arbitre et une propre opinion. Ce qu'empêche la laïcité, c'est d'avoir justement un débat entre les profs et les élèves. Il faut garder une sorte de neutralité entre cette proximité-là, entre élèves et profs. Mais comment voulez-vous comment voulez-vous prendre conscience de certaines choses si vous devez rester neutre sans pour autant débattre? Mais débattre, je ne dis pas une joute verbale, vraiment débattre, c'est un échange d'idées et non pas sur de la provocation. Malheureusement, un adolescent entre 13 et 18 ans est encore sur cette période de provocation, cette période d'adolescence en fait finalement. Je me permets de vous dire. Le règlement intérieur de tous les lycées stipule clairement que le prof ni l'élève ne doit montrer son appartenance religieuse. Par exemple, oui. Mais cependant, si cette loi était révoquée et que donc il y aurait un véritable dialogue entre le prof et l'élève,
de par sa définition, l'élève au lycée, qui est donc dans une période d'adolescence entre 14 et 18 ans, est donc marqué par un esprit de provocation. Et donc, en réalité, c'est un défaut, car en fait, il bloque le véritable dialogue. Donc, en ce sens, la discussion est impossible. Voilà, en fait. la discussion est impossible à cause de l'élève. Donc il faudrait avoir un cadre mixte en fait. Voilà. Un cadre scolaire mais en même temps extérieur, comme maintenant notre projet TLM. C'est un projet en dehors du programme. Ce sont des profs bénévoles qui ne sont pas payés par l'État. Et ce sont des profs qui nous permettent en tout cas d'apprendre, de nous cultiver, de nous émanciper finalement et de grandir de manière symbolique. Et je pense que la solution, c'est surtout d'avoir ce genre de profs, des profs bénévoles, des profs qui veulent que leurs élèves réussissent. Je pense que c'est le défi de nos jours pour tous en fait. Mais tout en gardant quand même la proximité Bien sûr. entre la relation prof et élève. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne réussit pas surtout? Quels sont les critères qui font que nous ne réussissons pas? D'abord le milieu social et l'origine. Bon, ça nous éloignons un peu des valeurs républicaines, mais en tout cas ce sont des critères qui font partie de cette question-là. Le département aussi, un peu le milieu d'où on vient. La motivation. Pourquoi la motivation? Pourquoi d'ailleurs la motivation, Joël? Mais en réalité, la motivation est le moteur de tout. Dans le sens où, prenons comme la partie sur l'égalité, une personne issue d'un milieu aisé, une personne issue d'un milieu modeste, une personne d'un milieu aisé qui n'a pas du tout envie de se donner à fond pour son travail scolaire, a beaucoup moins de chances de réussir. Encore une fois. Voilà. Qu'un élève issu du milieu modeste, mais qui pourtant sait d'où il vient, mais cependant, il a cette volonté de s'extirper de la vision commune qu'ont les gens par rapport aux jeunes élèves du milieu. Je vais me permettre de répondre sur la question de motivation, parce que le projet TLM, par exemple, pour moi, c'est une sorte de motivation, parce que on a rencontré, quand on sort, on fait des sorties les samedis, on sort, on va par exemple au Grand Palais, et là-bas, il y a par exemple des trucs scientifiques. Ça intéresse beaucoup des élèves qui font la science, qui veulent faire ingénieur ou astronaute, des choses comme ça. Et du coup, ça va le motiver de venir en cours, de rencontrer ses profs et d'en parler, ce qu'ils ont fait à la sortie. Et ça, pour moi, c'est une chose qui est très importante. Par exemple, dans le projet TLM, il n'y a pas que la science. On parle de la sociologie, on parle un peu de tout. Mais on rencontre des gens comme des sociologues, comme des gens qui travaillent sur la mythologie, tout ça. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes pour moi, parce que pour moi, j'aime bien la sociologie. Et du coup, en faisant des rencontres, en rencontrant des vrais sociologues, ils peuvent vous parler de sa carrière, ils peuvent vous parler de la sociologie. Ils vous disent, il va plus vous motiver pour l'élève qui veut, par exemple, un élève qui veut être un sociologue. S'il rencontre un sociologue, il va être plus motivé pour faire ce travail-là, alors que s'il ne rencontre pas un sociologue, il n'y a que son prof qui va parler. Du coup, il n'aura pas d'idée comment ça se passe en réalité. C'est encore une fois l'idée de rencontre, rencontrer des autres savoirs, des autres formes de savoir en dehors des profs et des programmes. Et pour finir, nous avons aussi un critère très important, c'est la pédagogie. Et pour cela, nous allons laisser notre second groupe, composé d'Antoine et d'autres élèves qui vont nous parler de ce thème-là. Bonjour, alors nous faisons partie du troisième groupe qui traite de la pression en milieu scolaire. Cette pression se manifeste à travers plusieurs phénomènes, comme par exemple l'évaluation, la famille, les professeurs et leur pédagogie, les effectifs par classe et les horaires et les espaces à la disposition des élèves. Alors nous allons commencer par parler de l'évaluation. L'évaluation est la principale source de problèmes chez les élèves. En fait, on n'est plus dans le cadre d'apprendre pour apprendre, pour le plaisir, pour le savoir, mais on est plutôt dans l'optique d'apprendre pour avoir une note, pour essayer d'avoir une bonne note, et du coup, on est forcé d'apprendre. Et l'évaluation cause certains problèmes chez les élèves, comme par exemple la triche. Ça pousse les élèves à tricher.
Du coup, pour remédier à ce problème, il faudrait instaurer un système d'auto-évaluation qui permettrait à l'élève de se resituer par rapport à lui-même. Et donc, le but serait que l'élève continue à apprendre pour qu'il devienne meilleur et pas dépasser un autre camarade qui serait meilleur que lui, sachant que les notes ne sont même pas significatives parce qu'il arrive par exemple d'avoir des accidents qui font que l'on ait une mauvaise note. Du coup, l'élève devrait se concentrer sur son propre parcours scolaire, ce qui engendrait inévitablement une volonté de travailler plutôt qu'un devoir de travail. Et une volonté de travailler amènerait à une atmosphère beaucoup plus saine de l'apprentissage et cela permettrait indubitablement de relever le niveau. Dans le lycée, par exemple, nous avons essayé de mener un projet appelé le projet Atome, qui est en fait un projet de solidarité dans la classe pour briser en fait toute concurrence et placer l'intérêt commun devant l'intérêt personnel, puisque en faisant en sorte que tout le monde puisse avancer, ceux qui sont en difficulté auront leurs difficultés comblées et ceux qui étaient déjà à l'aise, en expliquant le cours, ils révisent et vont plus loin. Donc c'est quelque chose de gagnant pour tout le monde. Ensuite, nous avons un projet culturel nommé le projet TELEM qui permet de percevoir l'école comme un moyen de réussite et non pas un moyen de souffrance ou de torture psychologique. C'est vraiment un accès à la vie professionnelle. Ensuite, la pression de la famille. Eh bien, en fait, certains élèves reçoivent beaucoup de pression de la part de leur famille parce que parfois leurs familles ne comprennent pas vraiment quelle est l'utilité des évaluations. Et encore là, le problème, c'est l'évaluation qui revient, c'est parce que ça met une pression à l'élève et c'est de la famille encore remet une couche sur l'élève et encore cela pousse l'élève à accomplir des mauvaises actions et parfois cette conséquence elle vient du fait que les parents n'ont pas connu les mêmes valeurs à l'école, les valeurs de l'école républicaine. Du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est sensibiliser les professeurs vis-à-vis des parents, ce qui se fait déjà beaucoup dans notre lycée où le dialogue est omniprésent entre le professeur et les parents, pour justement responsabiliser les parents sur les valeurs républicaines de l'école, pour que justement l'élève n'entre pas dans un cercle vicieux vis-à-vis de l'évaluation et puisse progresser plutôt que se mesurer aux autres. La pédagogie. Et en fait, la pédagogie, on va parler du peu de communication entre l'élève et le professeur. Parfois, à cause du manque de temps après les cours, du coup, l'élève se sent un peu restreint. Il est un peu écrasé par le professeur parce qu'ils sont un peu dépassés par les événements, par le programme. Du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est mener pendant 1 heure ou 2 heures, mener une heure de sensibilisation des professeurs vis-à-vis des élèves et inversement également, c'est-à-dire que les professeurs devraient prendre un temps à part pour expliquer aux élèves l'intérêt de l'école, l'intérêt de suivre les cours et l'intérêt d'acquérir des connaissances. Il faut à tout prix favoriser les relations d'échange entre les professeurs et les élèves pour faire participer les élèves au cours. Dans ce cas-là, ils ne seront pas actifs, ils seront pleinement actifs pendant le cours et pourront mieux le suivre, comme par exemple pendant les heures de TD et de TP, où la compréhension générale est en général plus élevée. Par exemple, dans notre lycée, notre professeur de philosophie, Madame Robert, n'a pas hésité à sacrifier des heures de cours, à défaut d'avoir des heures de vie de classe, afin d'expliquer à l'ensemble de la classe l'intérêt de suivre le cours et l'intérêt surtout d'apprendre ensemble, de placer l'intérêt collectif par-delà l'intérêt personnel dans le but de justement tous progresser. Ensuite, notre proviseur a également investi beaucoup de temps afin de mettre en place des activités culturelles à l'extérieur du cadre scolaire, mais qui restent dans le lycée afin que tout le monde puisse avoir un accès égal à la culture. Et c'est dans ces projets-là que notre projet TELEM s'inscrit. Maintenant, nous allons parler des effectifs. Certaines classes sont surchargées en nombre d'élèves.
Et cela cause beaucoup de problèmes, comme par exemple les bavardages, le manque de concentration, le programme qui n'est pas forcément bouclé au bout de l'année ou au bout d'un trimestre. Les objectifs ne sont pas atteints cela cause d'autres problèmes. Par exemple, le prof ne s'occupe pas de tout le monde, il va plutôt s'occuper des cas les plus démunis, si je peux dire ça. Mais il va délaisser certains d'autres élèves. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas forcément le temps de s'occuper. Par exemple, on fait des cours de 1 heure, 2 heures, il n'a pas le temps de consacrer par exemple 10 minutes à tous les élèves ou 15 minutes, puisqu'il faut avancer, il faut faire progresser la majorité de la classe. Et du coup, certains élèves se sentent exclus de la classe et du coup, ça va un peu les pousser à moins suivre le cours. Il est important de préciser qu'un grand effectif n'implique pas forcément une mauvaise ambiance de classe. Mais le fait est que certains élèves dans leur jeune âge ne comprennent pas forcément que la nécessité d'apprendre. Mais cependant, un effectif réduit favoriserait les échanges entre le professeur et les élèves. Le professeur connaîtrait alors beaucoup mieux les difficultés de ses élèves et pourrait ainsi s'atteler à les combler puisqu'il les connaîtra. Cela se remarque souvent lorsque l'on est dans des phases de demi-groupe, pour les TP par exemple, où le professeur a beaucoup plus de temps à nous consacrer. Maintenant, nous allons parler des horaires des cours. Certaines classes, certains lycées, certains groupes scolaires sont surchargés en heures de travail et du coup, il y a peu de temps pour les devoirs, pour les activités extrascolaires et cela entraîne du stress. Cela engendre beaucoup de pression envers l'élève et il y a peu d'investissement après les cours et pour faire les devoirs et cela entraîne beaucoup de fatigue, beaucoup d'élèves tombent malades durant les cours et voilà. Du coup, il apparaît évident qu'alléger l'emploi du temps pourrait apporter des aspects bien positifs comme réduire la fatigue puisque cela permettrait à l'élève de plus se reposer, quitte à réduire la durée de certaines périodes de vacances scolaires. De plus, si les cours s'arrêtaient plus tôt dans l'après-midi, il y aurait de la place justement pour les activités culturelles. En effet, parce que les activités culturelles qui sont mises en place dans notre lycée sont reléguées à des horaires très tardifs de 4h30 à 18h30. Par conséquent, les élèves ne peuvent pas profiter pleinement de ces heures. A l'inverse, si ces activités qui seraient proposées au choix et selon le volontariat de l'élève étaient proposées plus tôt dans l'après-midi, alors dans ce cas, les élèves pourraient profiter beaucoup mieux de ces activités qui pourraient ainsi amener à un accès égal pour tous à la culture. De plus, au niveau des salles de permanence, dans beaucoup de lycées, une confiance n'est pas assez accordée aux élèves et par conséquent, les salles de permanence ne sont pas ouvertes en permanence, ce qui est paradoxal. Alors que dans notre lycée, une confiance est donnée aux proviseurs à l'ensemble des élèves et ces élèves peuvent avoir accès à des salles justement pour travailler et c'est basé sur une relation de confiance. Si les relations entre élèves et le corps pédagogique sont basées sur la confiance, alors il y a une atmosphère beaucoup plus saine à l'apprentissage et dans ce cas-là, l'élève ne considérera pas le corps enseignant comme des ennemis, mais plutôt comme des personnes qui sont là pour les aider et cela favoriserait par conséquent l'apprentissage.